Les vrais voix du rugby, l'émission du lundi qui traite de toute l'actualité de tous les rugby bien sûr. Et au sommaire ce soir, une émission spéciale à l'occasion de la semaine du sport féminin toujours. Invité exceptionnel de cette émission pour parler justement de ce sport féminin, Marie Barsac, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. 20h15, Agathe Socha, talonneuse du 15 de France et des Lyonnes du Stade Bordelais. On reviendra notamment sur le week-end d'élite 1. Et puis 20h30, Lénaïque Corson, ancienne internationale, grand témoin de cette émission spéciale pour aborder l'évolution du sport féminin, toute l'actu des filles, des garçons, parce qu'on est à 4 jours du début du tournoi des 6 nations avec Yoann Huget, Philippe Spanghero, les consultants Sud Radio. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonjour Philippe Spanghero, bonjour Yoann et bonsoir Quentin. Émission spéciale, je le disais, ce soir, parce qu'on est ravis d'accueillir la ministre des Sports et de la Vie associative, de la Jeunesse également. C'est Marie Barsac qui est avec nous en direct. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Selon quelques indiscrétions, vous étiez à Marcoussis auprès des Bleus aujourd'hui, avant de parler du sport féminin. Bonne journée de prépa pour l'équipe de Fabien Galtier. Oui, tout à fait. Ils étaient en plein stage et je suis allée les encourager parce qu'on a besoin, en ces temps un peu compliqués, de bonheur et du coup de voir des joueurs au rendez-vous du tournoi des 6 nations. Ils sont tous en forme ? Tous en grande forme. Ça va. Bon, on va développer après, mais quand même, venons-en quand même à ce sport féminin, parce que je sais que votre temps est compté, Madame la Ministre. Voilà, le sport féminin est, j'imagine, on va dire, un des points marquants de votre mandat. Voilà, j'imagine que vous voulez développer. Est-ce que dans votre bataille pour le budget, le sport féminin a des mesures, on va dire, particulières ? Oui, tout à fait. En fait, se battre pour le budget des sports, c'est se battre pour avoir plus de terrain, plus d'éducateurs et notamment pour accueillir les nouveaux pratiquants qui sont nombreuses. On a eu au lendemain des Jeux de Paris 2024 beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes qui ont tapé à la porte des clubs pour pratiquer des sports. Elles ont eu envie, en regardant les Jeux olympiques et paralympiques, de venir faire du sport et donc du coup, on doit évidemment les accueillir et ça passe par de la formation évidemment d'encadrants, d'éducateurs et puis également de terrain pour développer des pratiques loisirs, puisqu'elles sont nombreuses aussi à demander des pratiques loisirs dans toutes les disciplines, notamment des sports olympiques et paralympiques. Est-ce que ça fait partie des arguments, on va dire, que vous mettez en avant dans votre bataille pour le budget ? On sait que c'est le sport s'est mobilisé derrière, on va dire, contre les mesures un petit peu drastiques. Oui, drastiques, puisqu'il y a eu des réductions de budget. Voilà, est-ce que c'est des choses que vous mettez en avant ? Tout à fait, ça fait partie évidemment des arguments parce que nous avons, vous vous souvenez, à l'époque de Paris 2024, beaucoup promis que les Jeux seraient un élan pour encourager les femmes et les jeunes filles à pratiquer du sport. On a fortement médiatisé les compétitions féminines, on a mis des compétitions à heure de grande écoute sur les finales, notamment, souvenez-vous, les Jeux Olympiques se sont terminés sur le marathon féminin cette année, contrairement à la tradition, et tout ça contribuait à cette volonté de donner envie aux femmes de faire du sport, et donc il faut aujourd'hui les accueillir. Et puis les femmes, quand elles expriment leurs besoins et leur envie de sport, elles parlent de sport loisir et donc du coup ça veut dire des équipements à proximité de chez elles sur des pratiques vraiment tournées vers le loisir, le bien-être et ça il faut y répondre et pour cela il faut des terrains, il faut qu'on puisse trouver davantage d'accessibilité de ces terrains sur tout le territoire. Vous êtes optimiste pour jeudi, commission mixte paritaire, justement, pour arriver à vos fins ? Cette discussion, oui, alors elle est pas simple parce que vous connaissez le contexte de notre pays. On doit évidemment tous les ministères sont mis à contribution de cet effort que l'on doit faire pour réduire la dette et c'est important que tout le monde participe à cet effort. Et dans le même temps, on est dans un timing un peu particulier au lendemain des Jeux de Paris 2024 où on avait tous travaillé pour construire un héritage au lendemain de ces Jeux. Et l'un des indicateurs de cet héritage, c'était l'afflux de nouveaux pratiquants accueillis dans les clubs. Et donc aujourd'hui, on est dans ce moment-là où on doit pouvoir accueillir ces nouveaux pratiquants dans les salles de sport, dans des clubs, et il faut des terrains, des éducateurs, comme je le disais. Il faut aussi des moyens pour médiatiser le sport féminin. Je pense que vous en parlerez dans votre émission. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de trouver le bon équilibre dans la construction du budget de loi de finances 2025 pour préserver un peu de moyens au sport pour être au rendez-vous de cet héritage de Paris 2024. Philippe Spanghero, tiens Philippe, je sais que tu as travaillé notamment sur le sport à l'école. C'était un des thèmes sur lesquels tu as travaillé. Je crois que tu as fait un rapport sur ça. Est-ce que peut-être il y a des choses qui t'inspirent de ce point de vue-là pour une question à Madame la Ministre ?
Alors oui, bien sûr, mais avant une question, c'est vrai que j'ai travaillé surtout sur le sens de l'engagement pour la jeunesse, et c'est vrai que quand on parle d'engagement pour la jeunesse, naturellement, le sport arrive comme un des facteurs clés qui peuvent amener les enfants à trouver quelque part une voie à travers le sport. Donc ça, c'est très important. On est aussi dans la recherche de vivre ensemble, et en ça, le sport a quand même des magnifiques messages à faire passer. Et c'est vrai que, bien sûr, que l'effort doit être pris par tous les ministères, mais le sport a ça de particulier, c'est que il permet de faire société dans une période dans laquelle on en a besoin. Et en parallèle, Madame la ministre parlait du sport loisir. Des études prouvent quand même que la pratique du sport en loisir ou à un autre niveau permet aussi de réduire de façon assez massive le financement de la sécurité sociale, parce que faire du sport est un moyen aussi de rester en bonne santé. Donc il y a des enjeux quand même très importants autour du sport dans notre société. Et pour revenir au féminin, pas de question particulière, mais un constat pour le rugby, parce que je regardais un peu les chiffres du rugby pour rester dans notre cœur de métier. Et c'est vrai qu'à l'échelle de la Fédération française de rugby, c'est assez colossal les chiffres. C'était un peu moins de 25 000 licenciés filles sur la saison 2019-2020. Aujourd'hui, c'est le double, 50 000. Donc, mis en perspective d'un pourcentage du rugby masculin, on voit à quel point le taux d'évolution est important. Et donc, ça se vérifie à peu près dans tous les sports. Donc on se rend compte que nos relais de croissance aussi pour le tissu fédéral des différentes fédérations, il est là, il est chez les filles. Donc il faut les désinhiber, faciliter la pratique, parce que moi je soutiens aussi une action que je salue qui s'appelle la Maison du sport au féminin à Toulouse. On voit qu'il y a beaucoup de freins pour les filles dont on n'a pas du tout conscience quand on est un garçon, au moment où les filles commencent à devenir femmes avec les règles, enfin des sujets qui peuvent paraître complètement basiques, mais plein de sujets qui viennent inhiber la pratique. Et donc l'enjeu il est aussi là pour essayer de réduire cet écart entre les garçons et les filles dans l'accès à la pratique, parce que nos relais de croissance ils sont là. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça qu'il faut vraiment investir aussi sur le champ des complémentarités entre le sport scolaire, le sport en club et toute la dynamique qui avait été initiée à l'époque de Paris 2024 à travers le label Génération 2024 qui venait mettre plus de sport dans le quotidien des élèves, avait pour objet de les initier à des nouvelles pratiques. Et la Fédération française de rugby, notamment, a vraiment travaillé sur des fiches très concrètes, très pratiques pour les enseignants, pour qu'ils mettent en place des activités autour du rugby dans le temps scolaire, notamment dans le premier degré, à l'école primaire, pour leur donner le goût du rugby. Alors sur du rugby évidemment à toucher, à 5. Et on voit que ces disciplines-là intéressent les jeunes filles, puisqu'on a un fort engouement, vous le disiez tout à l'heure Philippe, des jeunes filles pour la pratique du rugby. Je pense que le rugby à 7 aussi, qui a été une vraie réussite, un vrai succès lors des Jeux Olympiques, aussi bien féminin que masculin, ont pu aussi donner envie à beaucoup de jeunes filles de pratiquer ce sport. Yoann Huget, une question. Oui, bonsoir Madame la Ministre. Vous avez totalement raison. Aujourd'hui, si on fait un peu notre machine arrière, l'accès au sport pour les filles, notamment dans le cursus scolaire, est très difficile. Et je pense que l'essence même, c'est qu'on puisse avoir tous les sports à proximité dans le cursus scolaire de la primaire jusqu'au lycée, et de pouvoir toucher à tout, et derrière on choisit une voie. C'est un peu comme une sorte de métier, et il faut que ça rentre dans les mœurs. Je pense qu'on a un peu de retard vis-à-vis des autres pays, que ce soit les Anglais ou j'ai l'impression qu'on a une culture rugby, culture sport, mais pas assez approfondie à mon goût au niveau de l'école. Oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup de progrès quand même qui ont été faits, notamment ces dernières années, avec, comme je vous le disais, la dynamique des jeux. Beaucoup d'enseignants d'EPS ont souhaité initier les élèves en leur faisant découvrir les disciplines des jeux, et notamment le rugby. Et encore une fois, la Fédération française de rugby propose des contenus très abordables pour les enseignants, pour donner envie aux enfants de pratiquer du sport, et donc notamment de découvrir le rugby. Donc ça, ce sont des axes de travail qu'il faut continuer à travailler. Et moi, je me réjouis que cette dynamique va continuer, puisque nous sommes vus avec Elisabeth Borne pour poursuivre ce label Génération 2024. Il aura peut-être un nom vers Génération 2030, puisque vous savez qu'on va accueillir les Jeux d'hiver en 2030. Et nous sommes mis d'accord pour se dire que ça devait être une locomotive pour continuer nos efforts, pour proposer plus de sport, de découverte, des initiations aux enfants dans le temps scolaire, parce que c'est clé. Vous le disiez tout à l'heure aussi, Philippe, nous avons un enjeu de santé publique extrêmement important. Nos enfants sont beaucoup
beaucoup trop sédentaires, beaucoup trop sur leurs écrans. Et il y a des solutions à ça, assez simples. Il y a déjà les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école, mais au-delà de ça, il y a le sport scolaire qui se mobilise avec l'UCEP, l'UNSS au collège. Il faut vraiment encourager ces dynamiques. Et puis les clubs sont aussi là, à proximité de chacun, pour pouvoir proposer aux enfants une offre assez diversifiée. Et c'est tout l'enjeu du débat autour du budget du sport, pour diversifier l'offre de pratique à proximité de chez soi et une offre de pratique qui soit accessible à tous et donc beaucoup tournée vers le loisir. Le loisir. François, j'ai une dernière question si on a le temps. Oui, bien sûr. Il y a un point qui m'intéresse, c'est la dynamique par rapport à la professionnalisation du sport féminin. On est allé assez loin dans le développement et j'ai vu notamment que quelques clubs de foot récemment avaient fait marche arrière en expliquant que c'était un poste de charge finalement trop important. On est encore dans des logiques économiques classiques au-delà d'être dans des logiques de vision et de dimension RSE, j'allais dire. Est-ce qu'il n'y a pas des réflexions est-ce que vous n'avez pas des réflexions à mener là-dessus pour être incitatif, pour amener le sport professionnel à continuer à développer la pratique féminine? Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire les choses franchement, ça perd encore de l'argent pour les organisations, mais elles ne peuvent pas laisser ce terrain vierge. Donc, quels sont les leviers que vous imaginez pour les inciter à continuer à investir? Alors vous avez raison, pour ce qui concerne le football, la Fédération française de football, face à ce phénomène, a vraiment pris le sujet à bras le corps, puisque vous avez vu qu'ils ont beaucoup investi dans le premier niveau de championnat, la Ligue Arkema, pour encourager vraiment les clubs à investir dans le sport féminin, dans le foot féminin. Donc certains clubs comme Lyon ont pris carrément le parti de faire un club à côté, indépendant, puisque ce sont vraiment deux sociétés qui gèrent d'une part les garçons, d'autre part les filles. D'autres clubs se posent cette question, mais ce qui est sûr, c'est que la fédération investit et accompagne beaucoup les clubs dans la structuration et la professionnalisation. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour aussi développer le spectacle sportif et donc aménager les stades pour diffuser un spectacle de qualité à l'antenne. Ça, c'est un enjeu fort. Et puis pour d'autres sports qui sont moins riches que la Fédération française de football, il y a aussi le fonds d'aide audiovisuelle qui est porté par l'Agence nationale du sport, qui aide aussi les ligues professionnelles féminines à être diffusées et du coup à être accessibles pour toutes et tous. Ça, c'est important parce que on sait très bien que le sport professionnel est une vraie locomotive pour le développement de la pratique. Les jeunes filles ont envie de voir des femmes comme elles, des jeunes filles comme elles, devenir des championnes pour se lancer dans la pratique. Et donc, cette locomotive est vraiment indispensable. On a encore besoin de rôle modèle. Peut-être que Lénaïde Corson pourra en parler. Elle a joué ce rôle quand elle était joueuse et ça doit être vraiment poussé un maximum. Pour ce qui me concerne, en tout cas dans la politique de féminisation, je l'ai annoncé cette semaine dans le cadre de la semaine du sport féminin, on va demander aux fédérations de doubler leurs aides pour le développement de la pratique pour les filles. Donc ils font déjà des efforts, mais on va leur demander d'être encore plus ambitieux sur ce volet-là, puisqu'on voit qu'au lendemain des Jeux, il y a une vraie envie des femmes, des filles de pratiquer du sport, et donc les fédérations doivent l'avoir comme priorité dans leur plan de développement. Marie Versac, merci d'avoir été avec nous, bien sûr. Juste quand même, on est à 4 jours du début du tournoi des destinations. Vous étiez aujourd'hui à Marcoussis, avant de se quitter. Voilà, vous avez aussi connu le tournoi dans les commissions de discipline, dans une autre vie. C'est vrai. Ouais, c'était il y a longtemps, mais oui, tout à fait. Bon, il n'y avait pas de misogynie dans ces instances? Alors on va commencer par me demander si je voulais bien servir le café ou le thé, mais rapidement ils ont compris que je n'étais pas l'assistante de service, mais que j'étais membre de la commission comme eux, comme ces messieurs anglo-saxons pour la plupart, puisque j'étais la première femme dans ces commissions, mais ils ont été charmants une fois qu'ils ont compris, et j'ai passé beaucoup de temps à comprendre aussi le système anglo-saxon, ce qui a été fort utile aussi pour les Français, puisque dans ces commissions disciplinaires on traite les sujets sous l'angle de la common law. Et du coup, en France, on est toujours un petit peu différent sur ce sujet. On a une approche un peu différente. Donc, il fallait aussi évangéliser un petit peu, si vous me permettez l'expression, nos instances françaises pour aller sur le terrain de la common law et mieux faire entendre notre voix.
Voilà, ces commissions de discipline qui ont souvent été dures avec les joueurs français, mais en tout cas c'était un bon souvenir pour vous et on vous remercie d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio dans les vraies voix du rugby. Bonne soirée à vous et bonne semaine, surtout jeudi pour votre budget commission mixte paritaire, voilà pour défendre le budget du sport. Dans un instant, on continue dans les vraies voix du rugby à parler de sport féminin, de rugby féminin avec Agathe Socha qui sera avec nous, la talonneuse du 15 de France et également des Lyonnes du Stade Bordelais. À tout de suite. Les vraies voix du rugby, mission spéciale dans le cadre de la semaine bien sûr du sport féminin, le sport féminin toujours bien sûr. Alors nous, bon c'est vrai que là on fait une émission spéciale mais on parle régulièrement quand même du rugby féminin et du sport féminin en général, donc ça ne nous change pas énormément, mais on est très heureux d'accueillir dans l'équipe Sud Radio ce soir Agathe Socha, notre invitée, notre deuxième invitée. Bonsoir Agathe. Bonsoir. Je le disais, talonneuse du 15 de France et talonneuse des Lyonnes du Stade Bordelais. C'était la 11e journée d'élite 1 ce week-end et les leaders que vous êtes de l'élite 1 ont largement battu, je crois que c'était Villeneuve d'Ascq, le Stade Villeneuvois, 68-0. Hein. Ouais. Tout à fait. On a eu un bon match ce week-end pour continuer et aborder la suite de la saison un peu plus sereinement encore. Ouais, sereine, parce que c'est vrai que les Lyonnes, on va dire, vous planez quand même sur ce championnat. 68-0, c'est un peu, c'est plus qu'un symbole. Ouais, alors après, c'est la Champions Cup quoi. Ouais, c'est ça. Toulouse fait 80, donc finalement on peut faire mieux. Non, après, nous, on est forcément ravis de ce début de saison avec, pour l'instant, sans faute. Après, c'est une nouvelle formule de championnat et on le sait, dans le rugby, les matchs qui comptent, oui, il faut se qualifier pour les phases finales, mais voilà, c'est les matchs couperets, quoi. Ceux qui avant, ils permettent juste de préparer cela. Donc, ça sert à rien de gagner toute la saison si c'est pour perdre dans le Money Time. Donc, on en reparlera à ce moment-là. Johan Huget, Philippe Spanghero, Johan, peut-être. Non, salut Agathe. Juste, est-ce que vous avez programmé des matchs à Chaban? On voit que vous êtes télévisé, tout ça. Est-ce que vous avez la vision sur un match peut-être à Chaban devant ces 36 000 personnes qui peuvent être, présentes aussi pour battre le record d'affluence? Ouais, salut Johan. Ben écoute, on a joué pas mal de matchs en baissé de rideau et à Chaban aussi que nous. Cette année, on en a eu un. Cette année, je ne sais pas s'il y en a qui sont prévus. Il y avait peut-être une discussion sur le Bordeaux-Clermont qui arrive prochainement là au mois de février. Le match de retour alors. Ouais, match retour. Mais je crois qu'il y a des problèmes d'horaire puisque le match des garçons risque d'être un peu tard et voilà. Enfin bon, donc je sais pas. Après. Venez nous voir à Saint-Germain, ça marche aussi de remplir le stade. Ouais, il est sympa en plus le stade de Saint-Germain. Parle-nous, Agathe, s'il te plaît, de ta vie quand même, parce que voilà, j'imagine que le rugby est essentiel, mais tu es plus réactive comme toutes les autres joueuses, ou alors tu fais ça à 100%. En fait, moi, je suis sous contrat avec la FFR, donc à 75% du temps. Donc en théorie, j'ai un 25% restant. En pratique, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à travailler sur le 25% à côté. Moi, je suis en plus, mon diplôme étant dans la santé, c'est difficile d'être à 25% annualisé quand on soigne des gens. J'ai eu la chance de le faire à Montpellier et c'était une super expérience. Mais donc en fait, dans les faits, je fais que du rugby et on y passe quand même énormément de temps. Avec voilà, soit avec l'équipe de France à peu près 6 mois dans l'année et puis le reste du temps en club avec des entraînements double ou triple entraînement dans la journée, voire le mardi 4 par exemple. Et vous 4 entraînements dans la journée, vous faites quoi? Ouais, bah le matin on a muscu, ouais. C'est là, après 20 ans de carrière, que Johan se rend compte qu'il a été un feignant toute sa vie. C'est ça. Il le prend de plein fouet. Non, mais les 4 entraînements, des fois on les faisait pendant la prépa Coupe du Monde. Il n'y a pas que les entraînements rugby. Hein. Tu vois, j'inclus la muscu, j'inclus la séance technique de skills d'1 heure le midi. Le soir, on fait le collectif d'1h30. Ouais, parce qu'on s'entraîne les soirs comme les amateurs, puisque pour le coup, en club, les filles, elles travaillent, quoi.
Ah oui. Les filles qui n'ont pas la chance d'avoir un contrat fédéral, elles sont soit étudiantes, soit elles bossent la journée et elles se libèrent le soir pour être là. Mais elles peuvent pas faire 4 entraînements comme toi, par exemple. Eh ben, elles arrivent à se libérer parce qu'on s'entraîne entre midi et 2. Ok. Donc, tu vois, elles vont bosser tôt le matin à 8h. Ouais, ouais. Elles s'arrangent un peu avec leur employeur pour essayer d'arriver vite à 11h, 11h30. Elles s'entraînent jusqu'à 13h. Elles mangent en vitesse et elles repartent bosser jusqu'à 18h le soir de revenir au stade, quoi. Je vais donner bien sûr la parole à Philippe, mais là quand même, toi qui habites, enfin t'es entre Bordeaux et le Lot-et-Garonne, si je me souviens bien. Donc ça. sur une journée comme ça, tu t'occupes comment entre le midi, l'entraînement du midi, et l'entraînement du soir là, ça doit être long, tu peux pas rentrer chez toi. Non, je peux pas rentrer chez moi. Après, finalement, c'est pas si long, hein, parce qu'une fois qu'on a fini de manger, après, voilà, j'ai aussi un rôle à Bordeaux, je suis capitaine, donc il y a toujours plein de choses à gérer entre les joueuses, le staff, les présidents, gérer aussi un peu le développement et la structuration du club. C'est un truc qui me tient à cœur, donc ça m'occupe bien. Philippe Spanghero avec Agathe Socha, talonneuse du 15 de France et des Lions de Bordeaux. Ouais, bonsoir Agathe. Alors d'abord, bien sûr, c'était une blague parce que Johan était un énorme bosseur à l'époque. Hein, je le reprécise, merci, mais je crois Philippe. que tout le monde était au courant. Non, est-ce que tu peux nous préciser un peu l'organisation justement avec ces contrats fédéraux, parce qu'il y en a pour les joueuses à 15, quelques-uns pour les joueurs à 7 aussi. Donc c'est un premier pas. On compare souvent la référence quand on parle de rugby féminin, c'est l'Angleterre où on dit qu'elles ont pris beaucoup d'avance sur la professionnalisation des joueuses. Bon, j'imagine que la clé de la performance, la très haute performance, elle passe par là. Aujourd'hui, c'est quoi le socle de filles sous contrat fédé qui peuvent quasiment être professionnelles à plein temps, comme tu le disais, et vers quoi il faut tendre selon toi pour s'assurer de jouer les premiers rôles sur la scène mondiale? Ouais, c'est sûr que c'est intéressant parce que bien sûr qu'on a pris exemple sur le modèle des Anglaises qui ont été les premières à passer sous contrat et voilà. Nous aujourd'hui à 15 en France, c'est à peu près une trentaine de contrats. Après, il y en a qui sont sous contrat jeune, tu vois, de 18 à 22 ans, elles ont un contrat qui est un peu différent, mais qui est aussi à 75% du temps. Et des contrats, on va dire les 25, je sais pas trop. Faudrait que j'ai pas le compte exact pour être honnête. Elles sont sous contrat dit professionnel. Donc en fait, ça fait pas lourd, tu vois, sur l'ensemble des joueuses françaises qui peuvent en vivre, franchement, qui jouent tous les week-ends et qui s'entraînent toute la semaine dure, c'est vraiment pas énorme. Les Anglaises, elles ont fait les contrats, mais en même temps, ils ont développé les clubs. Tu vois, ils ont une poule unique dans laquelle tu payes tes droits d'entrée. Il y a une charte qu'il faut respecter. Il faut tant d'entraîneurs professionnels, tant de préparateurs physiques professionnels salariés par le club. Et du coup, ça a amené aussi... Pardon de te couper, mais ils mutualisent beaucoup de moyens avec les clubs masculins aussi, peut-être beaucoup plus qu'en France. Donc ça explique aussi que il y a des moyens importants, mais pour peu de frais finalement, parce que les garçons jouent vraiment le jeu. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'en voulant créer les deux sont liés, hein. Leur équipe nationale a eu des bons résultats. Ça incite aussi les clubs à investir parce qu'il y a de la visibilité, parce qu'il y a quelque chose. Et les clubs qui existaient se sont rapprochés des structures professionnelles pour rentrer dans cette ligue là et figurer. Donc ouais, elles bénéficient effectivement des infrastructures des garçons. Donc d'un point de vue qualité d'entraînement, déjà, elles ont passé le cap. Et après, il y a le côté géographique aussi de l'Angleterre où Londres c'est central, mais à la fois c'est pas loin de tout. Et pendant des années, je sais pas si c'est encore le cas, mais elles étaient du lundi au mercredi à la Fédé, en fait. Et le mercredi soir, elles rentraient pour être dans les clubs. En fait, c'est limite un club, en fait. Elles se voyaient 3 jours par semaine, toute l'année, tout le temps. Donc, voilà. Et forcément, ça sera encore l'adversaire à battre dans le tournoi qui commence plus tard que les garçons. Je crois que c'est 22 mars hein, pour vous, le début du tournoi. L'objectif belle initiative, ça. L'objectif pour le 15 de France cette année? Il est un peu toujours le même, hein, j'ai envie de dire. On a envie de se lancer vraiment pleinement dans l'aventure Coupe du Monde qui sera à la fin de l'année, enfin, au mois d'août et au mois de septembre. Je pense qu'on a envie de solder nos derniers résultats du W15 qui a eu lieu au Canada. Donc, on a envie que ça soit derrière nous. Et on a vraiment envie de générer de la confiance à travers toutes les nations qu'on va rencontrer. Et bien sûr, générer de la confiance en battant les Anglais, ça serait encore mieux. Mais
On se dit pas que gravir la montagne est impossible, on veut le faire. Et vous allez le faire, bien sûr, bien sûr. Est-ce que Agathe, toi, depuis que tu as commencé, je crois que tu as 29 ans, même si on ne dit pas normalement l'âge des invités. Voilà, mais toi, tu as commencé un peu le rugby dans les pas de ton frère. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois des jeunes qui arrivent au rugby parce qu'elles vous ont vu à la télé, par exemple, parce que depuis 10 ans, on voit beaucoup plus l'équipe de France féminine et même maintenant du rugby de club? Ouais, bah, ça semble assez évident. Et des fois, nous, quand on joue, je pense que Johan, tu me contrediras pas, mais quand on est au haut niveau, on se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur des gens en fait qu'on voit pas, mais que eux nous voient. Moi, je me rends compte, bah là, tu vois, par exemple, avec Bordeaux, tous les week-ends, on a des ramasseuses de balles. C'est que des filles, des écoles de rugby alentour de la région, quoi. Mais ça, mais même il y a 4 ans, c'est impossible. Déjà, je pense qu'il y avait pas assez de filles dans les clubs. Et de là à ce qu'elles se disent, bah, vont faire ramasseur de balles sur un match d'élite 1, enfin, tu vois, c'est un truc de fou. Et j'essaye un petit peu de me reconnecter à ce qui se fait dans les clubs, dans les petits clubs et tout, et d'aller passer parfois une tête. Et quand tu vois qu'il y a des filles, souvent elles te disent, bah oui, c'est parce qu'on a vu à la télé, c'est parce que il y a de la visibilité. Donc, évidemment, ouais, ça c'est sûr que je pense que l'image permet de générer des vocations, en tout cas. Même si c'est pas des vocations, mais que c'est juste du plaisir de jouer, je pense que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. En tout cas, on te remercie, Agathe Socha, d'avoir été avec nous. Voilà, 5 fois championne de France quand même, il faut le dire. Et on espère bien sûr pour toi et les Lyonnes du Stade Bordelais qu'il y aura un triplé. Attention, il y a Johan le Toulousain qui se réveille. Toulouse arrive. Attention. Et c'était effectivement un beau match, ce Toulouse-Montpellier, qu'on a aussi vécu sur Sud Radio en intégralité. Allez, on se retrouve bien sûr bientôt. Bonne saison, bon tournoi à toi, Agathe. Et puis dans un instant, on continue à parler du rugby féminin. On va parler des garçons aussi dans quelques instants. Le tournoi qui débute dans 4 jours avec ce France-Galles. Merci Agathe, à bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Les vraies voix du rugby, mission spéciale sur le sport féminin, le rugby féminin, après Marie Barsac, Madame la ministre des Sports, après Agathe Socha, talonneuse du 15 de France. Nous sommes ravis d'accueillir Lénaïque Corson, qui est avec nous, ancienne internationale du 7 et du 15 de France, ancienne deuxième ligne bien sûr, et toujours très active et très impliquée dans le rugby féminin. Bonsoir Lénaïque. Bonsoir François. Bonsoir Johan. Salut Lénaïque. Et Philippe Spanghero qui est là, même si parfois voilà, il peut se cacher comme ça avec son image. Les infos aussi tout de suite, avant bien sûr de revenir avec toi Lénaïque sur la place du rugby dans ta vie et bien sûr dans le sport en général. Mais place aux dernières infos du jour avec toi. Il est 20h33 maintenant sur l'antenne de Sud Radio. On n'est plus une demi-heure près de toute façon. La grosse news du week-end, c'est évidemment le forfait de Damien Penaud pour le premier match du tour à destination. L'ailier français souffre d'une blessure à l'orteil qui devrait le tenir éloigné des terrains pour une semaine. Un absent de poids en revanche pour l'Irlande pour le choc face à l'Angleterre dans le début du tour à destination. C'est Furlong qui sera forfait pour le premier match du tournoi. Ça se resserre François en top 14 et en haut du top 14, notamment après le succès du RCT hier soir face à La Rochelle et la défaite de l'UBB contre le Loup Rugby. Il n'y a plus que 3 points d'écart entre les 3 leaders du top 14. L'UBB et Toulouse sont égalité en première place avec 51 points. Toulon complète le podium avec 48 points. En bas du classement, Vannes a fait la belle opération du week-end en battant le Stade français. Il n'y a plus que 4 points d'écart entre le club parisien 13e et le club breton. Et puis enfin, en rugby à 7, les Françaises ont obtenu la 3e place du tournoi de rugby à 7 à Perth en battant les Canadiennes 14-7. Les garçons ont perdu leur match de classement face aux Fidji et terminent 6e. Prochain tournoi de rugby à 7, ce sera le tournoi de Vancouver dans un mois, François. Ouais, Lénaïque, tiens, réaction sur les copines du... D'abord les 20 après, mais peut-être les copines du Seven quand même, qui font... Et les copines du 7. Ouais. Qui font une belle 3e place. J'étais sur place, ouais. On a fait le déplacement sur Vannes pour ce gros match. Un temps bien breton avec beaucoup de pluie. Mais derrière, voilà, un match à suspense, serré. Je pense qu'ils peuvent être fiers d'eux parce qu'ils ont été chercher cette victoire. Et tu as le match Racing Vannes hein, après les vacances. Ah, c'est le prochain match de top 14. Ouais. Ça va être chaud celui-là. Hein. Bah, tu vas être un peu le porte-bonheur peut-être, les Naïcs. Ils sont un peu en grande difficulté en ce moment. Là, il y a 6 points. On n'est pas habitué à les voir trôner les 2 avant-dernières places. Ouais, il y a 6 points d'écart entre le Racing et le RCV aujourd'hui.
Attention. Ouais, c'est chaud, c'est voilà chaud. les Bretons. Voilà. Les Bretons, ils vont pas se laisser abattre comme ça. Bon, quel est ton regard? Ils l'ont montré quand même, aller chercher une victoire à La Rochelle, gagner contre Castres. Il y a eu quand même plusieurs défaites de peu. Ils se battent en top 14 et c'est ça qui est magnifique. Ils sont promus, ils savent que c'est compliqué, ils n'ont pas les meilleurs joueurs du monde, mais derrière, il y a un état d'esprit qui est indéniable et surtout quand on joue à la Rabine, c'est un super... T'as pas le drapeau derrière toi? On voit pas le drapeau breton, mais on l'entend dans la voix, les Naïg. Ah non, mais c'est une fierté. Premier club breton en top 14 quand même. Oui, ça on sait. Est-ce que ça a un impact sur les jeunes filles en Bretagne? Toi, tu as joué, tu es arrivé, on va dire, au rugby un peu plus tard. Tu étais d'abord une athlète. Mais est-ce que tu sens quelque chose? Est-ce qu'il y a un impact? Ouais, la pratique en Bretagne, elle est en train d'exploser. Notamment chez les féminines, où je crois qu'il y a plus de 35% d'augmentation. Donc, c'est juste des chiffres qui sont énormes et c'est une des régions de France où la progression est nette, même si on part de beaucoup plus loin par rapport aux régions du Sud. Mais on voit, il y a un élan et je pense que oui, entre autres, ça draine aussi tout l'environnement, le fait que le RCV monte en top 14, derrière, il y a aussi des jeunes filles, il n'y a pas que des jeunes garçons qui veulent démarrer le rugby, il y a aussi des jeunes filles qui rêvent devant ces matchs. Johan. Non, je voulais voir par rapport à ta Rugby Club Academy Girl. Ah, là, tu te trompes, la Rugby Girl. Rugby Girl, excusez-moi madame. Non, je voulais savoir, est-ce que tu arrives à voir quel genre de profil féminin tu as par région ou tu vois, est-ce que tu arrives à discerner les filles dont tu arrives à toucher exactement, tu vois? Juste quand même, précisons ce qu'est la Rugby Girl Academy, oui. Lénaï. Peut-être, déjà. Non, tout le monde connaît quand même. Oui, tout le monde, mais quand même. C'est international. Toi, t'en as entendu parler. Alors, l'idée, c'était pendant la Coupe du Monde, de lancer les premiers stages de rugby féminin, parce qu'il y avait pléthore de stages de rugby pour les garçons, exclusivement réservés par eux, ou bien pour eux, ou alors des stages mixtes, mais très peu d'initiatives sur des stages de rugby féminin pour progresser, pour se perfectionner, mais aussi pour attirer des débutantes, parce que c'est aussi là une des grosses problématiques du rugby féminin, c'est que c'est extrêmement dur d'aller toucher ces jeunes filles, d'aller toucher ses parents et pour les inciter ensuite à jouer en club. Et donc, l'idée, c'était de réunir sur une semaine de stage des filles qui étaient confirmées, qui voulaient progresser et avoir des entraînements techniques, des avis, des moments inspirants avec des joueuses internationales de l'équipe de France à 7 et à 15 qui viennent partager leur vécu. Et puis aussi les sujets de nutrition, diététique qui sont abordés. Et de l'autre côté, leur dire à toutes ces jeunes filles qui jouent au rugby, soyez prêtes à intégrer des jeunes filles débutantes et même si oui, elles n'attrapent pas un ballon ou c'est compliqué, elles ne comprennent pas tout le temps le jeu, parce qu'on a tous démarré un jour et que le rugby au début, c'est pas forcément une évidence, et essayer de les intégrer et de leur donner envie de jouer, parce que derrière, ça veut dire plus de copines qui vont jouer en club, derrière un niveau qui va s'élever. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a 50 000 joueuses de rugby en France, donc la progression, elle est nette par rapport à moi. Quand j'ai démarré, on n'était que 8 000 joueuses en France il y a 15 ans. Donc ça explose 15 ans déjà. C'est vite, hein. Ouais, je suis vieille. Mais voilà, ces 50 000 joueuses, en tout cas, on a encore du retard par rapport aux garçons. On représente seulement 12% des licenciés aujourd'hui en France. Donc voilà, il y a encore du travail pour aller chercher ces débutantes. Et pour répondre à ta question, Johan, qui était est-ce que tu vois une différence d'une région à l'autre? Sincèrement, non. Je vois que des filles qui ont envie de se battre sur un terrain, qui ont envie qui sont fiers de porter leur maillot de club et qui sont surtout très, très curieuses,
dans la recherche de s'améliorer, de poser beaucoup de questions. Ça, c'est vraiment typique du public féminin, ce qui peut d'ailleurs parfois surprendre les entraîneurs masculins. Mais voilà, plutôt des filles qui sont fières de jouer ce sport-là, même si c'est pas tout le temps évident au quotidien, parce que dans les clubs, parfois il y a des tournois qui sautent parce qu'il n'y a pas assez de joueuses. Il n'y a pas forcément de moyens mis sur les féminines. Des fois, elles sont toutes seules dans un club où il n'y a que des garçons. Donc, tout ça, ça demande du caractère et de se battre au quotidien. Philippe Spanghero, peut-être sur cette initiative quand même, parce que c'est intéressant de voir aussi du rugby féminin pris en charge par des anciennes joueuses aussi, et ça doit peut-être aussi rassurer les parents. Bien sûr, ça rassure les parents et comme on le disait tout à l'heure, il faut des têtes d'affiche aussi qui donnent envie aux jeunes filles de franchir le pas. Et Léna Higues le disait, on parlait des chiffres en début d'émission. C'est vrai que le relais de croissance du féminin pour notre sport, il est majeur en termes d'enjeux. Et moi, la question que j'ai envie de poser à Léna Higues, c'est plutôt une question globale et pas que liée à la France. Mais on a vu le discours du nouveau président de World Rugby. Il y a des attentes assez colossales quand même sur la prochaine Coupe du Monde en Angleterre. On a vu des communications qui sont surprenantes et qui font plaisir. C'est-à-dire que le match d'ouverture, la petite finale, la finale seront a priori à guichet fermé à Twickenham. On va battre des records d'audience télé, d'affluence dans les stades. Est-ce que selon toi, c'est vraiment cette Coupe du Monde le tournant qu'on attendait, ou est-ce qu'il ne faut pas se tromper et que ce sera beaucoup plus long et compliqué que ça? Non, cette Coupe du Monde, elle va être juste la plus incroyable de toutes les Coupes du Monde de rugby féminine. Les Anglais adorent ce type d'événement. Ils sont mais en avance et parce qu'on le rappelle, toi, tu as joué au Harlequins, donc tu as un regard quand même particulier. C'est vrai que j'ai eu la chance de goûter au rugby anglais, donc il m'a pas forcément passionnée par le type de jeu, parce que j'étais un peu sur du jeu à la toulousaine, beaucoup de jeux debout, jeu après contact, du jeu de main et surtout de la fluidité dans le jeu et de la continuité. Là, il y avait quand même beaucoup de jeux à une passe. C'était je me suis pas éclatée, on va dire, sur l'aspect du jeu des Queens, mais par contre, j'ai été vraiment très surprise par déjà le budget qu'ils mettaient sur les féminines, contrairement à la France. J'avais un staff professionnel, c'est-à-dire que dans mon club, chez les Harlequins, il y avait à peu près 10 membres du staff. Ils étaient tous professionnels. Il faut savoir qu'en France, peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, on a peut-être 2-3 salariés, et encore, c'est pas dans tous les clubs. Donc déjà, ça change tout quand vous avez un staff pro. Derrière, on commence à avoir du monde qui sont présents dans les stades, et c'est pas des billets qu'on donne, hein, c'est des billets qu'ils achètent. Et donc voilà, moi j'ai joué devant 8000 personnes quand on jouait les Saracens. Donc on voit qu'on remplit plus facilement les tribunes. Et encore, je vous parle de ça, c'était il y a 2 ans, donc maintenant ça va encore sûrement évoluer. La France progresse, mais on voit que c'est beaucoup plus complexe. Il faut savoir qu'en Angleterre, les joueuses ont signé des contrats professionnels. La France, c'est pas encore le cas. Voilà, c'est pour ça que je pense que cette Coupe du Monde, elle va être merveilleuse, parce que ça va être, ils vont savoir faire le show, montrer justement toutes les highlights des joueuses. Vraiment, l'entertainment, c'est vraiment là où ils sont très bons. Donc, comment valoriser le divertissement, rendre le rugby féminin comme un show. Et c'est pour ça que pour moi, ça va être la plus grande Coupe du Monde qu'on ait jamais connue, et qu'il y aura un avant et un après. Comme il y en a eu un en 2014 pour la Coupe du Monde en France, où on voyait qu'on commençait à basculer vers la médiatisation télévisuelle. Là qu'on a commencé à comprendre que les filles pouvaient jouer au rugby et qu'elles jouaient bien, surtout à une époque où les garçons n'étaient pas aussi forts en équipe de France. Donc on a bénéficié aussi un peu de cette lumière.
Tu dis ça pour Johan, c'est pas gentil. Voilà, exactement. En tout cas, non, parce que les Anglais ont été les premiers à faire des baissées de rideau à Twickenham en 2015. Alors, je sais pas si tu avais joué, mais 2013, il y a même eu. 2013, c'est pour le Grand Chelem en plus, non, en fait. Non, c'est le Grand Chelem, c'est 2014. 14. Ouais. Et 2013, c'était incroyable. On joue en baissée de rideau à Twickenham. D'ailleurs, c'était assez impressionnant parce que le stade est plein en fait pour le match des garçons et nous on joue juste après. Donc on s'échauffe, on rentre dans Twickenham, c'est juste impressionnant parce que déjà c'est quasiment la première fois pour nous toutes, pour toute l'équipe de France à cette époque-là qu'on joue à Twickenham, qu'on a le droit de fouler ce terrain mythique. Et puis en plus de ça, il y a un écho mais énorme. On n'a jamais vu autant de monde dans un stade. Et puis on retourne dans le vestiaire, on met les maillots et quand on revient sur le terrain, il n'y a plus un bruit. Le stade s'est vidé, mais en 2-2. Et tout le public qu'il y avait pour les garçons n'est jamais resté pour les filles. Donc, on devait jouer devant même pas 200 personnes, je pense, à Twickenham. Donc, quand on parlait, on entendait notre écho dans le stade. Oui, mais on parle de ça, il y a quand même plus de 10 ans. Ça que, maintenant, il y a 50 000 joueuses. Il y a 53 000 joueuses qui ont joué... 53 000 supporters qui ont vu le crunch il y a 2 ans. Et je pense que cette année, on va encore exploser. Ils vont encore exploser tous les scores. Oui, et on le souhaite. En tout cas, dernière petite question, Lénaïque, quand même, ton regard sur le tournoi des garçons qui commence vendredi, France-Galles. Qu'est-ce que tu attends des Bleus? Parce que tout le monde attend une victoire. On rigole plus. Bah oui, évidemment, et on attend même la victoire finale, c'est surtout ça. On a une équipe de France qui nous a fait plutôt plaisir sur la tournée d'automne et qui, on le voit avec tous les jeunes qui arrivent, qui amènent toute leur énergie, que ça fait un bien fou à l'équipe, ça les challenge énormément et que ça y est, on a enfin basculé pour préparer la prochaine Coupe du Monde. Ça y est, 2023 est bien derrière nous et cette douleur qu'on a tous eue après cette Coupe du Monde, je dirais pas qu'elle est oubliée, mais en tout cas, on se sert des erreurs du passé pour aller chercher des nouvelles victoires, aller se les construire. Et je pense que ça doit passer par un trophée, un grand chelem à la fin du tournoi. On attend que ça maintenant. C'est des victoires qui viennent clore tout le travail qui est en train d'être mis en place, et sachant que on est plutôt bon aussi sur la Coupe d'Europe où on voit que les nations, notamment l'Angleterre, est plus en difficulté. Donc ils finissent troisième de la Coupe du Monde quand même. Hein. Comment ? Ouais. C'est une drôle de difficulté. Oui, bon. Ouais. On verra ça. En tout cas, les naïgues et les féminines aussi derrière les garçons. On va en parler dans un instant. Merci les naïgues. Rugby Girl Academy. Il y a un site, il y a tout ce qu'il faut. Les réseaux, on te suit. Oui. Et puis même, j'invite tous les auditeurs à venir nous rejoindre sur le tournoi de rugby féminin de la Rugby Girl Academy qui aura lieu le 18 avril après-midi. Stade Jacques Anquetil dans le 13e arrondissement. Autrement dit, le stade du PUC rugby. Donc avis à tous les amateurs et amoureux du rugby. Eh ben super, on te remercie d'avoir été avec nous en direct pour cette émission spéciale et c'est toujours un plaisir d'échanger comme ça et de voir aussi, de ressentir l'évolution de cette discipline. Merci Lénaïque Corson. Merci beaucoup, Lénaïque. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Il y a Johan, il y a Philippe, il y a toute l'équipe Sud Radio qui est là pour parler aussi des garçons et quand même de ce tournoi 2025 qui va s'annoncer parce que on le sait, il y a le forfait de Damien Penaud. Voilà, qu'est-ce que ça va engendrer? Quel remplacement? Johan est un spécialiste du poste, il va nous en parler dans un instant. Tout de suite. Le tournoi, c'est vendredi. France-Galles, coup d'envoi. On le vivra bien sûr avec Daniel Herrero, avec toute l'équipe Sud Radio en direct, en intégralité. On sera au Stade de France et avec vous, les auditeurs passionnés. Alors c'est vrai, Johan, il y a quand même une info que nous a donné tout à l'heure Quentin. C'est le forfait de Damien Penaud, un orteil qui couine. Ça continue. C'est vrai qu'il est à 2 essais du record de Serge Blanco et il est retardé. Tu crois que c'est Serge Blanco qui lui savonne la planche? Il a été lui mettre un coup dans l'orteil la nuit.
J'ai pas dit ça. Si Serge nous écoute, j'ai pas dit ça du tout. Ceci dit, quand même, se pose la question du remplacement de Damien Penaud, parce que bon, toi, tu verrais qui? Il y avait eu Atis Ogbé un peu. Ouais, bien sûr. Ben, si on veut quelqu'un qui maîtrise le poste et qui n'a jamais déçu à chaque fois qu'il a porté le maillot, après une très belle tournée d'été, je dirais. Gabin-Villiers également, mais il n'a pas été apparemment appelé. Tu nous as pas confirmé l'info, donc on peut pas le mettre. Il a joué dimanche soir, il rejoue vendredi. Le temps de récupération est assez court. Ouais, Philippe, ça te semble logique, toi, Atis Ogbé, parce que quand même il a eu une blessure. Il a été comme beaucoup de ses joueurs blessés lors de la tournée de novembre. Je pense à Gros. Il y en a d'autres. Il faut une surprise, François. Moi, j'ai envie de tu vois ce choix, parce qu'il y a aussi la possibilité Gaëtan, Philippe. Alors Gaëtan, ouais, ça paraît moins évident. S'il faut replacer un joueur, j'aurais plus dit Moefana, qui a été utilisé quand même régulièrement en équipe de France à ce poste. À l'entraînement dimanche, c'était Gaëtan à l'aile. Ben oui, mais on s'était posé la question éventuellement d'une paire Barassi-Gaëtan au centre. On en a parlé la semaine dernière quand même. Donc honnêtement, il y a plusieurs options possibles. Après, c'est vrai que moi, Johan en parlera mieux que moi, mais ce qui me dérange dans la complémentarité, si on a Villiers et Bielbarré, je trouve qu'on a des joueurs avec des profils un peu identiques. Atis Ogbé amène peut-être autre chose. Moefana ou Gaëtan amènerait autre chose. Je trouve que dans cette complémentarité aux ailes, on a peut-être besoin de profils quand même différents. Louis Bielbarré et Gabin-Villiers, ils n'ont pas du tout le même profil, ils ont juste le même casque, mais ils n'ont pas le même profil. T'en as un qui est plus dans le combat et qui aime être Gabin-Villiers est important sur les zones de ruck. Voilà, c'est vrai qu'il est en plus défense, tu vois, et t'as le petit Louis Bielbarré qui lui est un feu follet, il est capable de prendre tous les espaces, il se déplace, il court très très vite, donc. Je trouve qu'ils sont complémentaires justement par rapport à ces deux profils totalement différents, mis à part qu'ils font à peu près la même taille. Et après, il faut aussi se souvenir que le staff a confiance en Gabin-Villiers. C'est lui qu'ils avaient rappelé quand Bielbarré s'est blessé. Non, tout à fait, mais il a joué dimanche soir. Est-ce qu'il aura assez récupéré? Pareil, il rejoue vendredi soir. On ne sait pas. Tout est un problème de récupération à ce jour. Après, dans le profil de joueur aussi, Johan, il y a le sujet quand même, un des mots de cette équipe de France un peu récurrent, c'est les ballons hauts en fond de terrain. Et ça aussi, pour moi, c'est un élément important dans le choix de ta paire d'ailier. Oui, donc je suis d'accord avec toi, surtout à ce niveau-là. Putain, il a fallu. Quelle heure il est? Et le putain venait du cœur. Ouais. 20h53. Non, c'est à ce niveau-là, c'est très important, justement. Il a le qui je suis en travers de la gorge. Je le connais par cœur. C'est terrible. C'est un esprit de compétition. Et tout dépend des conditions climatiques qu'il va y avoir aussi vendredi soir. Donc, c'est sûr que le triangle arrière, il a intérêt d'être fort sur ses ballons hauts. Et ça a été notre problème, notamment, on se souvient tous d'un match en octobre en 2023, mais on va pas souvenir, aucun souvenir. Mais ils ont progressé. Louis Bielbarré a énormément progressé sous les ballons hauts. Le fait de jouer aussi à l'arrière, Thomas répond plus que présent. Et Gabin-Villiers, je pense ou Atis Ogbé, je pense qu'ils peuvent répondre sur ce jeu-là, sachant que dans le système défensif de Fabien Galtier, c'est pas forcément les ailiers qui prennent les ballons hauts. Hein. C'est vrai. C'est 10 et 15. Oui. Et sur ce, si c'est Romain qui démarre, je pense qu'il n'y a pas forcément de problème sur ses ballons hauts. Et avec Thomas, ils sont complémentaires là-dessus. Donc, je vois pas de problème foncièrement sur ces ballons hauts, sur cette tournée. Donc, Johan, tu votes Atis Ogbé. Il faut une surprise. À l'aile droite. Il faut un peu de piment. Et Philippe est moins convaincu, mais en tout cas, ce sont des pistes intéressantes que l'on suit. On suivra ça au moment de la compo. Il reste quand même un deuxième poste où il y a un doute, c'est deuxième ligne. On a beaucoup parlé du retour d'Alexandre Roumat, qui est revenu de blessure. Il est rentré contre Montpellier. Il a joué à ce poste-là, de deuxième ligne. On sait qu'il peut être polyvalent, même si c'est quand même pas son poste numéro 1. Toi, tu le verrais commencer, non Alexandre, il est peut-être... qui... Oui. À toi, tu le vois commencer, Philippe?
Je trouverais ça logique parce que d'abord, Hugo Radou, quand même, depuis son retour d'affaires de l'été, je l'ai trouvé quand même moins en vue, avec un retour à la compétition un peu plus dans la difficulté. Donc, il est revenu dans ce groupe et je pense que lui, là, il est rentré dans le groupe en bénéficiant de la blessure de Thibaut Flamand. Donc, c'était pas le premier choix. Et c'est vrai qu'il y a cette problématique en touche dont on a parlé la semaine dernière. Et je vois plus Olivier Roumat prendre le leadership et le capitaine de la touche qu'un Hugo Radou. Olivier Roumat. Il sort de la retraite. Il sort de la retraite. Ok. Ouais. Et après il gagne le qui je suis. Il est incroyable ce mec. Ouais. Il est incroyable. C'est parce qu'il a le dictionnaire ouvert avec tous les joueurs. C'est incroyable. Alexandre. J'ai la déformation parce que moi j'ai le sens de l'histoire et donc je pense aux parents parce que je les connais. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est. Et en talonneur, tu vois qui? Peato alors? T'as dit, c'est ça? S'il y a un choix à faire. Ou Christian Movaca. On m'a pas posé la question, mais je la pose. Tiens. Là, je pense que il faut bien Servat. Là, je pense que quand même l'écart s'est un peu creusé entre Julien Marchand et Peato Movaca, que ce soit à Toulouse ou en équipe de France sur le poste de numéro 1. Ça a été un peu plus resserré il y a quelques temps. Là, on a l'impression que ça se détache quand même un peu et que le choix numéro 1, c'est Peato. Oui, bon, c'est pas le même style tout à fait quand même. Non, c'est pas le même style. Mais le dernier match à Toulouse qui était très important, c'est Julien Marchand qui l'a démarré. Après, tout dépend s'ils veulent gratter énormément de ballons. Je sais qu'ils sont complémentaires avec Jack Willis, donc tu peux te permettre de te passer d'un gratteur comme Julien. Et je pense que c'est pareil pour l'équipe de France, même si c'est vrai que Peato, à chaque fois qu'il a porté ce maillot, était titulaire, il était incroyable. Oui, donc on va dire priorité Peato, voilà, priorité Alexandre Roumat. Toi, tu verrais plutôt Hugo Radou, pour clôturer ce. Tu me mets dans le. Moi, qui a dit ça? Tu m'as même pas posé la question. J'ai jamais dit ça. C'est pour ça que je revenais, parce que tu as fait un petit crochet extérieur là vers le poste de talonneur. Tout le monde attend Alexandre Roumat, bien sûr. Tout le monde attend Alexandre, et c'est lui qui sont complémentaires, bien entendu, avec. avec Jacques Méafou. Avec Jacques Méafou. T'as vu comme il est rancunier ce mec, c'est pas possible. C'est pas possible d'être de mauvaise foi comme ça. Non mais bon, après c'est un énorme leader en touche et ce sera le capitaine de la touche apparemment, d'après les échos que l'on a. Ouais, mais toi t'as des échos qui viennent d'où par exemple? De l'intérieur. Inside. De l'intérieur. Bon, on va suivre en tout cas tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette équipe de France, qu'on a envie de la voir jouer un peu plus aussi, Philippe? Non, on l'a vu assez brillante quand même dans la tournée de novembre, mais c'est vrai qu'on sent une attente. On sent une attente. On est revenu à des fondamentaux en termes de jeu un peu différents de ce qu'on a connu jusqu'à la Coupe du Monde sur la fameuse dépossession. Et donc bien sûr on a de l'attente parce que on l'a dit, malgré tout on parle de cette génération comme peut-être de la plus talentueuse du rugby français, mais on manque de titres. Et donc c'est vrai qu'il y a le fameux prendre les matchs les uns après les autres et il faut pas louper ce démarrage contre les Gallois, mais surtout on attend une finalité. Même si on le répète que c'est cette année la plus difficile des deux parce que il y a 3 déplacements et que c'est toujours plus compliqué de se déplacer 3 fois. Malgré tout, on a l'équipe pour espérer un grand chelem. Ouais, souvent quand on attend beaucoup d'un tournoi, on sait qu'il faut pas manquer le début, Johan. Hein. Ouais, le début, mais surtout c'est la fatigue durant le tournoi qui s'accumule avec des blessés et c'est là où il faut trouver une expérience collective, comme dit Fabien. Et au fur et à mesure des matchs qui passent et qui comptent, la fin de tournoi s'annonce compliquée. Et quand tu vas en Angleterre, tu vas en Irlande. Et on se dit que le match le plus facile, c'est l'Italie, où tu te déplaces énormément. On a fait 13-13 l'an dernier. Voilà, et on passe à 2 doigts de la défaite. Donc ça, La Rochelle a perdu à Trévise. C'est vrai. T'as raison. Et Parme est allé faire match nul à Ulster. Le rugby italien quand même progresse. Et on déborde. En tout cas, merci messieurs Philippe Spanghero et Johan Huget. Je vous laisse bien sûr régler ça entre vous. On remercie toute l'équipe, Quentin, bien sûr Cabanis et toute l'équipe. Jacques Pessy, les clés d'une vie à suivre sur Sud Radio. Merci.